Serge Joncourt, merci de nous recevoir avant votre rencontre littéraire qui aura lieu aujourd'hui à Rennes au Forum du Livre. Bon Je cite un peu de mémoire, c'est la première fois qu'Alexandre se retrouvait seul à la ferme, sans bruit d'hommes, ni de bêtes. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose l'ordre de la perte, de la nostalgie dans votre démarche d'écriture? Oui, ben la terre, on l'a tous. Voilà, on est en ville, on l'a tous. À un moment, on y était tous. On en vient tous. Vous pensez qu'on va y revenir? C'est ce qui se passe, oui. Il me semble bien, oui. En raison du Covid, ou vous pensez que c'est plutôt le Covid n'est qu'un révélateur d'un mouvement de fond, un peu comme on a eu avec Giono, par exemple, le retour à la Terre? Vous pensez qu'il y a réellement une sorte de fin d'un certain libéralisme qui fait que les gens, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, les gens ont besoin de retourner vers les campagnes? En tout cas, de retourner vers quelque chose d'un peu plus authentique, et ça se manifeste par un désir de savoir ce qu'on mange, déjà. Ça, c'est quand même, par rapport aux années 2000 et 80, c'est spectaculaire. Parce que les années 80, on mangeait des jambons sous plastique sans... Quand on vous lit, on a l'impression qu'il y a du roman, chez vous, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'autofiction, en tout cas du roman personnel, c'est-à-dire que vous avez à la fois un pied dans l'univers rural, un pied, et dans la campagne reculée en plus, hein, un pied à Paris, et que ce panorama personnel, en fait, est élevé à un rang universel, un rang de dialectique, de tension entre le local et le mondial. Le local mondial, c'est ça. Le local mondial. Ben oui, parce qu'on peut acheter des chaussures avec un magasin d'en face qui viennent très probablement, enfin je ne sais pas, de Hong Kong ou de Chine. Et ça, c'est quelque chose qu'on a accepté. Je veux dire, pendant longtemps, on ne s'est pas posé la question de savoir d'où ça venait. On voyait bien Made in Taiwan, mais on ne réfléchissait pas aux conséquences. Ce qui est nouveau, c'est de se poser la question, ben alors dis donc, si ça vient d'aussi loin, c'est venu comment, en cargo, etc. Et la prise de conscience, elle est longue, mais elle se fait. Donc on rebasculera, je pense, du côté du local en étant plus soucieux de préoccupations. Oui, si une paire de chaussures, elle a fait 8000 km pour venir jusqu'à moi, donc le cul, elle est peut-être partie d'Italie, enfin bon, il y a des choses comme ça. Cette dialectique entre la ruralité et la ville, entre la civilisation et entre la civilisation paysanne et la civilisation urbaine, reste quand même pour vous un lieu dialectique nécessaire pour la réalisation personnelle, où vous pensez qu'il faut vraiment réinvestir les campagnes et que la campagne est un grand lieu de réalisation individuelle et collective? Oui, c'est pour ça que lui, dans le roman, il vit un peu comme on rêvait tous de vivre pendant le confinement, c'est-à-dire libre à la campagne. Parce que c'est les seuls qui étaient libres, finalement, les agriculteurs. C'était les seuls à décider de l'heure où ils se levaient, l'heure où ils marchaient, là où ils allaient marcher, là où ils allaient se promener, là où ils allaient... Ils n'ont pas été, on pourrait dire, concernés par ce confinement. Donc c'est quand même bien une démonstration de leur liberté. Et d'ailleurs, on rêvait tous vivre dans une maison perdue à la campagne. Une certaine liberté et aussi une certaine manière de jouir du monde. Parce qu'il y a des réjouissances spécifiques à la campagne. Hein. Si je dis ça, vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. C'est que je sais que vous admirez beaucoup Louis Calafert et je crois Septentrion particulièrement. Et vous avez en commun la question quand même, la question de l'abondance, de la réjouissance, de l'exultation, en tout cas de l'esprit et voire aussi de la chair. On a des plaisirs, on a des joies esthétiques spécifiques à la campagne. On a donc des expériences de réjouissance spirituelle au sens de l'esprit au sens large et corporelle spécifiques à la campagne. Ma question c'est, est-ce que c'est pas ça aussi ce que vous opposez à travers vos écrits, notamment le dernier, c'est un modèle de réalisation et de joie, de plaisir, de réalisation de soi que vous voyez, qui vous semble un petit peu atrophié dans le monde moderne?
Ah ben, le monde moderne, on ne sait plus. Il faudra le redéfinir, hein, parce que le monde moderne, c'est peut-être c'est de vivre comme le personnage. C'est peut-être ça l'inspiration du monde moderne. Vivre comme nos grands-parents. En sorte là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un anti-moderne? Ah. Non, je ne suis pas anti, moi je ne suis pas dans une posture anti ou contre. Moi j'accompagne le mouvement. Après, je suis assez libre et autonome pour décider à peu près de mon mode de vie à moi. Moi j'observe. C'est pour ça que ça s'arrête en 2000, c'est que moi j'ai besoin de temps. Je ne suis pas un journaliste. Le journaliste, il faut qu'il rende compte de ce qui se passe au moment où ça se passe sans toujours savoir. Ce qu'on vit en ce moment, on ne sait pas quelle sera la situation dans 15 jours. Quand on vit Tchernobyl en 86, on prend ça le soir à la télévision, on ne sait pas ce qui se passe. On dit, est-ce qu'on va tous crever? Est-ce que c'est quoi un nuage radioactif? Bon, ben avec le recul, ça permet de poser les choses. Moi, je suis romancier, je ne rends pas compte du... Je ne suis pas en direct, le romancier, il est en différé. Donc ça, c'est ma liberté. Mais pour autant, je ne suis pas ni anti-moderne, ni anti-progrès, ni anti... C'est ça. D'ailleurs, les anti, j'en fais un portrait. Les anti-nucléaires, par exemple, qui ont été nucléaires, mais farouchement, violemment, méchamment. Et finalement, qu'est-ce qu'il en reste? D'ailleurs, on a manifesté il y a 6 mois contre la fermeture d'une centrale nucléaire. Oui, ça serait intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus, d'ailleurs, ces anti-nucléaires. Parce que à Golfech, ici c'était Plogoff, en Bretagne, hein. Brénélis, enfin, il y a eu de la lutte. Hein. Alors, finalement, les Bretons, ils sont arrivés à se dégager du nucléaire. Partout ailleurs. Combien de centrales en France? 50, 60. Non, mais attendez, et tout ça en quelques années, ça s'est fait. Et il n'y a même plus vraiment de conscience anti-nucléaire. On ne se pose plus la question. Après, à la limite, on se dirait même qu'on a eu raison de le faire parce que ça a donné l'indépendance énergétique que voulait De Gaulle. Quoi. Et on pollue moins, en tout cas au niveau carbone. Donc, ouais. Et pour avoir des positions tranchées, c'est comme ceux qui ont des positions tranchées aujourd'hui sur telle molécule, tel médicament. C'est... Oui, le romancier peut prendre ce recul là. Ouais, je ne sais plus quelle était votre question. Mais vous y répondez. 3 petites questions, un petit peu pour s'amuser, et puis une dernière pour finir. Et si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Ah ben alors, les chats, parce que j'ai découvert, enfin non, moi j'ai pas découvert, mais hier que les chats étaient à mettre au rang des nuisibles. Il y a un projet de loi. Dans les campagnes, parfois, oui, les chasseurs peuvent avoir la dent dure et le fusil leste contre les chats. Ben, disons que l'amendement, il n'a pas été retenu, mais c'était de légitimer le fait que les chasseurs tirent sur les chats, parce que c'est des... Ah oui, les chats sont des nuisibles. C'est ça le paradoxe. On est tous un peu... On est ambivalents, quoi. Finalement, on est tous un peu des nuisibles. Ouais. J'ai un bilan carbone quand je fais une tournée pour moi. Même si je fais tout en train. Hein. On y fait du mal à l'environnement rien qu'en étant là. Quoi. Mais cette conscience-là, que moi, mon roman précédent, Chien loup, c'était un peu pour montrer ça, que la nature, c'est pas quelque sorte de sphère pacifiée et apaisée. Chien loup, c'était le portrait de citadins qui vont dans une maison perdue. Gîte rural perdu dans la campagne, et ils découvrent ce monde sauvage. Ben, les chats, moi, je les vois... J'ai toujours eu ce regard ambivalent parce que j'ai eu très tôt des chats quand j'étais gamin. Tout gentil pendant des heures. Là. Puis en plus, le chat, c'est un peu l'animal. Dit-on d'écrivain fétiche. Quoi. Il ne fait pas de bruit, il est rassurant. Il semble même que le ronronnement a des effets cardio apaisants. Il y avait un texte de Gide sur ça. Ouais, absolument. Mais bon, le chat, quand il tourne le dos, qu'il sort le soir,
vers 21h. Il faut voir ça dans les campagnes. C'est la tombée du jour. Quoi. Ils partent. On croit qu'ils vont se balader, mais pas du tout. Ils vont chasser. C'est un besoin. Ce sont des faits là. Voilà. Ben oui. Ben, moi, je suis un peu comme ça. J'ai l'air tout gentil, tout. Mais en fait, j'arrête pas de piquer du réel partout. Pour mettre dans mes romans à part. Cette constance, cette conscience et ce constat de la lutte et de l'ambivalence, est-ce que ça provoque en vous un certain pessimisme? Non, pessimiste, j'arrive pas à l'être. Je fais des efforts. Et puis la réalité, ses vertus, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'il y a toujours une forme de... On revient de loin quand même. Nous humains, de façon large. Sans parler de l'humain à titre d'individu, de nation. J'ai toujours un peu ce regard. C'est pour ça que dans le je parle du roman précédent. Dans Chalou, je parlais de la guerre de 14 et de ce que c'était. Ça, c'est quelque chose dont je ne suis toujours pas remis, pourtant je ne l'ai pas vécu. De dire à des gamins de 20 ans, à des hommes de 35, tu prends un uniforme, tu pars et on ne sait pas quand tu reviens. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à accepter, moi, la jeunesse, de ne pas aller au bistrot pendant 3 semaines. On me vole ma jeunesse. Bon, ben, en 14, on te piquait ta vie, 4 ans de ta vie. Même jusqu'à mon père, la génération de mon père, il est parti il y a 2 ans. Bon, ben, on revient de très loin. Donc, le constat, quand même, encore une fois, avec le recul, il est plutôt optimiste. Y compris ce que pouvait me dire simplement ma grand-mère. La façon de gérer un mat dedans dans les années 50. Donc, optimisme de la volonté. Non, du constat, parce que après des péripéties, des malheurs, des épidémies, franchement, l'épidémie, on découvre ça, mais enfin, la littérature en est nourrie. Le plan 20, même le plan de certaines villes sont bâtis autour de cette notion-là de se protéger des épidémies. Enfin, ça fait partie de notre histoire. Le choléra. Et aussi de cette cohabitation entre le monde humain et le monde animal. Toujours un moment où ça vient d'eux. Hein. On porte toujours une zoonose. Donc tout ça, on le redécouvre de façon spectaculaire, mais c'est pas nouveau, quoi, en fait. Ce qui est nouveau, c'est que c'est de considérer à quel point ça nous atteint, et à quel point, quand même, on se pensait un peu au-dessus de tout ça. Ben, pas tant que ça. À chaque fois, ça nous remet un peu à notre place. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont du mal à l'accepter. C'est le retour du bâton de l'histoire, alors? Non, c'est qu'on est moi, l'humanité, même quand je prends le train à Montparnasse, je me vois, moi aussi, au troupeau. À un moment, on dit c'est voie 4, pof. J'ai l'image du mouton des voisins de mon beau-frère. Il n'est pas dur, je vais. Ils s'engagent là, ils s'engagent. Non, il y a un truc de tout. C'est pour ça que, en Belgique, certains épidémiologistes disent qu'il faut aborder une épidémie aujourd'hui. Il faudrait le confier aux vétérinaires. Les médecins raisonnent en tant qu'individus. Les vétérinaires, ils raisonnent en troupeau. Oui. On est un troupeau. Le troupeau de Marseille, le troupeau de... WWF, ils ont cette même perspective, en disant qu'il y a un parc humain et un parc animal et qu'il faut prendre l'ensemble et voir comment les interactions ont lieu avec une augmentation déraisonnable du nombre d'humains sur Terre. Je suis prêt à entendre ça, moi, il y a de cet ordre-là, parce qu'on est des mammifères. Quoi. Enfin, ça, c'est toujours un moment où on a du mal avec ça, où on veut l'oublier. Mais... Oui, non. Et tout ça fait que, est-ce que ça nourrit en vous un sentiment de ne pas être à votre place dans cette humanité, dans cette collectivité moderne, à ce temps de l'histoire? Ça, sa place, il faut la réinventer, la relégitimer tous les jours. Hein, ça, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, souvent, dans un train, je suis pas à ma place, mais parce que j'en ai trouvé une meilleure. C'est pas... Oui, on peut ne pas être à sa place, ça peut vouloir dire être à une meilleure place. La place isolée près de la fenêtre, là, vous voyez, alors que normalement,
j'étais dans le carré de 4 avec 3 hommes d'affaires qui... Moi, ça m'arrive souvent dans le train. Je suis pas à ma place. Je finirai en rebondissant sur le carré du train. Ça serait quoi alors pour vous, Serge Joncour, une vie réalisée, une vie réussie pour vous? Pour moi ou pour vous? Ah non, il s'agit de... moi, j'ai quand même un projet qui est celui de faire des romans. C'est quand même une sorte d'ambition à minima. Enfin, je veux dire, on peut en avoir d'autres. Hein. Des gâteaux, des chaussures, ou des reportages, ou des enfants, je sais pas. Enfin, mais un roman, c'est quelque chose qui se pose un peu, ça s'inscrit dans le temps, comme ça, et on est seul à le faire. Et en même temps, on peut demander de recours de personne. Quand vous êtes perdu dans l'écriture d'un roman, il ne s'agit pas d'appeler un journaliste ou un confrère, ça ne se fait pas. Il faut toujours se reconsolider, se rassurer, se relancer. C'est un exercice d'autonomie comme ça, très abouti, quoi. Donc la peur, c'est de ne pas y arriver, c'est-à-dire de ne pas arriver de nouveau. Elle est féroce. Mais dès que je commence un roman, j'en ai écrit plusieurs. Hein. Mais c'est de me dire comment on fait. Comment on fait un roman. Par quoi on commence. C'est pour ça que parfois j'anime des ateliers d'écriture, pas souvent parce que c'est fatigant, mais c'est au moins oui, le fait d'en avoir déjà écrit un n'est pas rassurant du tout, parce qu'il il faut pas refaire le même, il faut faire autre chose. Dans sa forme, dans son intention, même dans le ton. Moi j'ai même fait des romans drôles. Donc il faut désirer vraiment quelque chose au point que ça devienne imminent, urgent de le faire. Donc je me dis, j'ai envie de cette histoire-là, comment on fait? Donc ça, voilà, ça c'est déjà un projet en soi, un projet de vie. Maintenant il s'agit aussi de réussir sa vie personnelle, familiale, tout ça. Mais là-dessus, bon, on est tous au même point là-dessus. Mais on sent qu'une grande partie de votre réalisation personnelle est liée à cette manière de cheminer dans votre propre œuvre. En tout cas, c'est toujours... j'ai toujours conçu le territoire du roman comme un monde à part et un monde résumant le monde. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. En même temps, des romans, ils sont tous différents. Il y a pas... On peut lire des romans par goût d'évasion, parfois par désir de... Ce que j'aime bien dans un roman, c'est quand je me sens proche de celui qui l'a écrit. C'est un peu abstrait, mais je me sens en amitié, on parle de la même chose, on a vu la même chose. Quel que soit le genre du roman. Donc réussir ça, c'est déjà un bel exercice. Oui, puis c'est un exercice formellement qui est, on pourrait dire, intemporel. Enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose. On écrit un roman aujourd'hui comme on le faisait à l'époque de Gide, à l'époque de Dumas. Ça, c'est quand même un truc. Et le processus même pour le fabriquer le même, un peu de choses pareilles. 400 pages, et on prend le soir. Alors que tout autour, le téléphone à la télévision, au cinéma, enfin tout, la musique, enfin, non, le roman, c'est une sorte de chose intemporelle, qui correspond et qui répond à ce besoin de soit de me raconte-moi une histoire, soit raconte-moi le monde, soit reparle-moi de moi, parce que je sais qu'on peut lire des romans en ayant le sentiment de s'y retrouver. Les miroirs, oui. L'effet miroir, moi je l'ai écrit ce roman Nature humaine comme un miroir où j'ai envie que certains lecteurs s'y retrouvent eux-mêmes, face à un truc un peu étrange, une motivation, de retrouver des moments d'eux-mêmes, remettre en scène cette histoire collective. Voilà, après, on réussit ou pas. Enfin, le roman est réussi dans la mesure où on l'a fini. On est allé jusqu'au bout après. Votre dernière remarque me conduit à vous poser la question en conduisant quand même le lecteur, en le pilotant dans aussi une manière de voir le monde et une certaine manière de le réfléchir, comme une personne qui émet non pas des consignes mais des suggestions pour mieux vivre, il convient d'aller vers là.
Non, parce que j'en suis pas très sûr moi-même. Donc... Non, j'ai le sentiment plutôt de... C'est un peu le miroir de Stendhal. J'ai le sentiment de promener le miroir. Hein. Promener le miroir, c'est réel, il est tellement difficile à appréhender. On est tous là dans la rue avec nos histoires. Puis il y a la ville autour, puis il y a le monde autour. Il y a un moment, essayer de créer comme un moment de fraternité autour d'un roman. Ce qui est beau finalement dans les canicules, c'est que tout le monde a chaud. Tout le monde pense la même chose, tout le monde a envie de dire à l'autre. D'ailleurs, pendant ces épisodes-là, 100 fois par jour, on dit je me rends compte, il fait chaud, t'as chaud, il fait chaud, t'as chaud aussi. Ben, c'est de la fraternité. De la sympathie, voire de l'empathie. Hein. Oui, j'aimerais un roman qui arrive à générer ça. On s'est tous reconnus dedans. Ouais. C'est un peu illusoire, hein, quand même. Mais créer un moment d'une forme d'unanimisme. On s'y retrouve et on s'y voit. Voilà. Serge Joncour, nous vous remercions beaucoup. Unidiver vous remercie de nous avoir reçus dans le cadre de votre venue à Rennes au café littéraire du Forum du Livre pour présenter Nature humaine, que notre rédaction recommande chaudement. Et encore une fois, cette vidéo vient comme un complément au très bon article signé par Éric Rubert. Serge Joncour, merci. Merci à vous.